Salut à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, ce que nous allons voir, c'est un exercice de Pwn un peu plus complet que ce que j'avais prévu de faire au début. Mais je me suis dit que ça pourrait être intéressant de le voir parce qu'en fait, il rassemble plusieurs techniques. Donc c'est vraiment un mix de plusieurs choses. Et la technique est quand même fortement utilisée, je pense, et surtout très intéressante à montrer. Donc sans plus tarder, je vais vous montrer ça. Donc oui, donc c'est une technique en fait que j'avais lue il y a quelques années sur un article de Thanatos, je crois. Et Gelusha a fait en fait, a refait un article sur l'Europe il y a 2 ans, je crois, et utilisait cette technique-là. Et en fait, c'est vrai qu'au début, ça me semblait genre super compliqué, mais une fois que le concept est vraiment bien compris, en réalité, en fait, c'est assez con comme principe. Mais c'est juste qu'il faut bien comprendre en fait, l'application des différentes protections, et ce que ça fait, et quel est le problème en fait de ces protections-là, quoi. Et une fois qu'on a bien assimilé ça, au final, je dirais l'exploit devient assez banal, quoi. C'est vraiment pas compliqué à comprendre ni à refaire. Et voilà, donc je pense que bon, avec de bonnes explications, j'espère y arriver, mais je pense que ça devrait aller. Donc je vais vous montrer donc, le petit programme en question. Donc c'est vraiment un programme super classique, hein, vraiment, y a rien de neuf à ce niveau-là. C'est vraiment un programme qui demande un nom, hop, hello, machin, et c'est bon. Donc vous imaginez bien que si je tape trop de caractères, il y a un buffer overflow, donc ça écrase la sauvegarde. Alors ici, précision, on est sur de 64 bits, donc c'est RIP et pas EIP. Hein, donc voilà, si on regarde, on fait un petit file de notre programme, on voit bien que c'est un ELF 64 bits dynamiquement lié, donc il n'est pas statique. Donc statique, grosso modo, ça veut dire quoi? C'est juste qu'on prend le code des fonctions qu'on va utiliser dans l'IPC ou quoi, et on va les intégrer dans le programme. Ici, c'est pas le cas, c'est dynamiquement lié, quoi. Donc, et non strippé, donc les symboles, etc., sont toujours présents dans le programme. Alors, grosso modo, ici, bon, c'est un buffer overflow très simple. Le problème, c'est qu'on a plusieurs protections. Alors pour ça, on va tout de suite faire un petit check-sec. Donc check-sec, ça permet de voir les différentes protections qui sont actives sur un binaire. Et ici, on voit qu'on a surtout NX Enable. Alors NX, grosso modo, c'est quoi? C'est une protection qui va donc sur la pile, sur le tas, je crois, dire voilà, ce n'est plus exécutable. Donc en gros, il y a 3 flags possibles sur la pile et le tas. C'est donc read pour lecture. Enfin, je dis même sur le tas, sur la pile et sur le tas, mais c'est pour chaque section. Il y a des flags possibles. C'est read pour lecture, write pour écriture et executable pour l'exécution. Et le bitnx, grosso modo, dit voilà, ce n'est plus exécutable. Donc le problème, c'est que avant, ce qu'on faisait, enfin, ce qu'on a l'habitude de faire, c'est de mettre un shellcode sur la pile et puis de sauter dessus. Là, le problème, c'est qu'on pourra toujours mettre le shellcode, ça, il n'y a pas de problème, mais on ne pourra plus l'exécuter. Or, le principe de la shellcode, c'est justement d'être exécuté à la fin, quoi. Sans ça, ça n'a plus trop d'utilité. Donc, il va falloir trouver une autre solution. Et l'autre solution qui est employée, en gros, c'est que plutôt que de sauter sur un shellcode, on va sauter directement sur une adresse de la libc, une adresse d'une fonction de la libc. Alors pourquoi? Tout simplement parce qu'on peut toujours exécuter des fonctions qui viennent de la libc ou d'une autre bibliothèque. Ça, rien ne nous empêche, évidemment, parce que si NX empêchait l'exécution de la libc, ça veut dire qu'on ne pourrait plus utiliser tout ce qui est printf, scanf, toutes les fonctions que vous utiliserez en général au début, quand vous apprendrez le C, vous ne pourrez plus les utiliser. Donc ça, ce serait un peu embêtant. Donc évidemment, NX ne concerne pas tout ce qui est bibliothèque, quoi. Donc ça veut dire que rien ne nous empêche d'appeler une fonction de la libc et de lui passer, si on lui passe le bon argument, hop, ça s'exécute et ça fait notre popote, quoi. Donc le but ici va être d'appeler la fonction système en lui passant l'argument, donc la chaîne de caractères, enfin la commande qu'on veut exécuter, donc un bin sh, quoi. Le problème ici, c'est qu'on a une protection en plus. Alors ici, on ne la voit pas, mais on peut s'en rendre compte directement en faisant LDD. Donc LDD, ça permet de voir justement les librairies qui sont liées au binaire. Le problème ici, c'est qu'on a un truc qui s'appelle ASLR. Alors ASLR, c'est quoi? C'est donc ASLR pour Address Space Layout Randomization. Grosso modo, ça permet en fait, donc votre binaire, bon, vous voyez ça comme une pièce vide, donc, enfin votre mémoire plutôt, vous voyez ça comme une pièce vide, et vous voyez que voilà, les différentes sections de votre binaire, les librairies, etc., les bibliothèques pardon, que vous lui attachez, etc., sont chargées à des emplacements en mémoire. Sur SLR, ces emplacements en mémoire sont toujours les mêmes. Donc en gros, ça veut dire que on va dire que la libc c'est un meuble de la pièce en question. La libc sera toujours pas chargée en haut à gauche, quoi. Et vous pouvez rentrer 50 fois dans votre programme, ce sera toujours en haut à gauche.
Avec ASLR, là par contre les choses vont un petit peu changer. Pourquoi? Parce que ASLR, grosso modo, applique un décalage qui est aléatoire à votre meuble. Donc votre meuble, vous entrez dans la pièce, ben, il sera peut-être en haut à gauche, oui, mais vous rentrez dans la pièce, il sera peut-être au milieu de la pièce, et puis vous rentrez une nouvelle fois, il sera peut-être en haut à droite, en bas à gauche, en bas à droite, au milieu sur le mur de gauche. Enfin, voilà, donc le meuble sera, je dirais, à des emplacements différents, et il n'y a pas moyen de savoir à l'avance où sera votre meuble. Donc le problème, c'est que si on veut sauter sur une fonction, ben, pour le faire, il faudra son adresse. Mais le truc, c'est que la SLR fait varier cette adresse-là. Donc on ne peut pas coder la fonction, enfin, l'adresse de la fonction. Alors, on pourrait le faire. On pourrait faire ça et relancer notre programme jusqu'à ce que par hasard ça tombe sur la bonne adresse. Donc là, c'est du brute force pur et dur. Ça marche, hein, clairement. Au début, c'est comme ça que j'ai déjà bypassé la SLR quelques fois. Mais bon, voilà, c'est vraiment pas la technique la plus propre du monde et ni la plus intéressante. Et puis surtout, pour du 64 bits, faut se rendre compte qu'une adresse, c'est des milliards de possibilités. Donc, le brute force, c'est pas le plus efficace, quoi, clairement. Donc ici, on va essayer de trouver une technique qui va nous permettre de bypasser NX et ASLR. Alors, je vais pas dire en même, enfin oui, en même temps, mais grosso modo, de bypasser les deux. Donc NX, bah, comme je l'ai dit, on va faire un return to libc. Et pour bypasser ASLR, là, par contre, il va falloir expliquer un petit peu plus, enfin, au détail, le pourquoi du comment. Alors, je précise qu'il y a d'autres protections. Alors, paille, grosso modo, c'est quoi ici? On ne va pas l'activer, hein, mais c'est de la SLR pour. En fait, la SLR concerne la pile, le tas et les bibliothèques partagées. Ça ne concerne pas la zone de code ni la zone de données. Donc, en gros, la zone de données et la zone de code seront chargées aux mêmes emplacements tout le temps, même avec la SLR activée. Paille, en gros, c'est quoi? C'est de la SLR pour ces zones de code-là. Donc, en gros, la zone de code sera randomisée et la zone de données aussi. Donc, donc ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un petit exploit. Parce que en fait, le truc, c'est qu'on va devoir calculer des adresses, récupérer des adresses, etc. Donc on va pas le faire manuellement, je dirais, juste avec Python-C, print, machin. On va devoir faire un petit exploit qui va exploiter notre programme. Alors pour commencer, ben, on peut déjà faire, hop, ici, bon, mettre les en-têtes habituels. Hein, donc ici, calling utf8 pour lui dire que c'est de l'utf8. Et alors user bin of Python pour lui dire que c'est du Python 2. Parce qu'effectivement, alors ici, oui, j'ai pas dit, mais j'ai utilisé la librairie PwnTools, qui est une librairie donc, permettant de faire du Pwn en Python, fortement utilisée à tout ce qui est CTF, etc. Donc c'est vraiment assez classique de l'avoir. Et elle permet de faire pas mal de choses qui sont très intéressantes. Donc je vais utiliser. Et c'est du Python 2 pour l'instant. Je pense qu'il y a des forks en Python 3, mais pour l'instant, je crois que la libre officielle est en Python 2. D'où le fait voilà, de mettre Python 2. Donc ici on va commencer. Donc ici on ouvre déjà notre binaire, hein, process. Ce sera un nouveau processus. Aussi c'est pas nécessaire, mais en général je prends l'habitude de le faire, c'est de le fermer souvent quand on ouvre genre un fichier ou un process ou quoi et qu'il faut le fermer, bah souvent j'ai l'habitude de le faire. Mais je pense pas que ce soit forcément nécessaire. Alors ici, bon, il va falloir que j'explique. Donc NX, comme j'ai dit, on va faire un return to libc. Mais le problème, encore une fois, c'est que la fonction système, bah, j'ai envie de dire, son adresse n'est pas fixe. Donc je ne peux pas coder l'adresse de système. Donc il va falloir trouver un moyen de l'obtenir. Alors, grosso modo, l'ASLR, oui, c'est random, mais il y a un truc qui ne va pas changer. Donc, on va reprendre l'exemple donc, du meuble. Votre meuble est composé de tiroirs. Donc les tiroirs, vous voyez ça comme les différentes adresses des fonctions. Donc scanf, printf, système, etc. Il y a un truc qui ne change pas. Donc on va dire que système c'est le deuxième tiroir en partant du haut et que scanf par exemple c'est le sixième tiroir en partant du haut. Le truc qui ne change pas, c'est l'écart qu'il y a entre système et scanf. Vous pouvez bouger votre meuble. L'emplacement du meuble en lui-même va bouger dans la pièce, mais l'écart qu'il y a entre système et scanf restera toujours le même. Alors vous allez me dire, ouais, ok, c'est cool, mais en quoi est-ce que ça va nous permettre de déterminer l'adresse de système? Bon, en fait, le truc, c'est que si jamais on parvient à faire ce qu'on appelle un leak, donc leak, c'est afficher pas une adresse, récupérer une information, j'ai envie de dire qu'on n'est pas censé avoir, mais voilà.
Donc afficher une info, quoi. Si on arrive à récupérer une info, donc l'adresse par exemple, d'un des tiroirs, peu importe lequel, et qu'on connaît l'écart qui le sépare du tiroir qui nous intéresse, donc système, on peut calculer l'adresse de système en gros. Donc en fait ici c'est ce qu'on va faire, c'est qu'on va liquer un tiroir, à savoir ici je vais utiliser scanf. Et une fois que j'aurai récupéré donc l'adresse de scanf, alors pourquoi est-ce que je peux récupérer l'adresse de scanf? Parce que scanf en fait est référencé dans Global Offset Table. Pour la petite explication de ce que c'est et de l'utilité de la Global Offset Table, votre programme va appeler donc des fonctions. Ces fonctions sont chargées donc à une adresse mémoire et il faut faire en fait derrière tout ce qu'on appelle une résolution d'adresse pour savoir où est la fonction et pouvoir l'appeler. Le truc c'est que si jamais vous appelez 100 000 fois cette fonction-là et qu'il n'y a pas de système d'optimisation, vous allez faire 100 000 fois le calcul de l'adresse. Autrement dit, ça va coûter du temps au processeur. Et le problème, c'est que voilà, c'est un gain de performance, enfin, c'est une perte de performance sur votre programme. Donc ce qu'on s'est dit, c'est qu'on s'est dit, voilà, on va faire une petite table de pointeurs et on va mettre à chaque fois, on va mettre l'entrée, enfin, on va mettre les adresses réelles des fonctions qu'on va utiliser dans le programme. Pour comme ça, si on a besoin de rappeler la fonction, il suffit juste de lui passer la bonne entrée dans Global Offset Table et hop, directement on adresse tout de suite, il n'y a pas besoin de refaire le calcul une seconde fois, quoi. Donc finalement, c'est un gain de performance, c'est vrai. Mais nous, ce qui nous intéresse surtout, c'est que ça va nous indiquer, enfin, la global table, grosso modo, contient l'adresse réelle des fonctions qu'on utilise, quoi. Dont, par exemple, scanf. Et si jamais on arrive à obtenir l'adresse réelle, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, si on sait l'écart qui la sépare de système, on saura calculer système, en fait. Donc en gros, notre exploit va se passer en deux temps. Premièrement, récupérer l'adresse de scanf. Et deuxièmement, faire les calculs nécessaires pour calculer où est le système, où se trouvera la chaîne de caractères qu'on veut utiliser, donc ici binsh. Et une fois qu'on aura toutes ces informations-là, hop, on pourra faire notre payload final qui va exécuter notre système binsh, quoi. Donc ici, comme je l'ai dit, il va falloir alors déjà il va falloir fouiller dans le binaire, donc pour ça il va falloir fouiller dans les symboles du binaire, etc. Donc ici en fait on va faire b égale elf, donc on lui précise que c'est un elf, comme ça on va pouvoir fouiller en fait dans l'adresse de système. Alors pour afficher l'adresse de système, on va utiliser put, hein, donc printf, put, etc. C'est des fonctions pour afficher du texte, mais vous pouvez aussi par exemple lui passer une fonction. Et ce qui va se passer, en fait, c'est qu'il va vous afficher l'adresse du premier remplacement de la fonction, quoi. Donc, enfin, l'adresse de la première instruction, qui est, entre guillemets, l'adresse de la fonction, quoi. Donc, en gros, si on passe scanf, enfin, l'entrée de la global setable de scanf à puts, puts va nous afficher, grosso modo, l'adresse réelle de scanf. Donc, on va avoir besoin de puts. Hop, puts. On va avoir besoin de l'entrée de la global setable de scanf. Donc la même chose, on peut faire une recherche. Alors dans le binaire, c'est pas scanf, c'est donc ici on met got pour penser que c'est dans la got. Underscore ISO C99 je crois underscore scanf. C'est le nom officiel quoi. Donc c'est pas scanf. Je sais pas pourquoi est-ce qu'ils ont fait ça. Mais voilà, je sais que le nom n'est pas scanf, mais ISO C99 scanf quoi. Et le dernier truc aussi, ici, qu'on va avoir besoin, c'est que, comme je vous l'ai dit, on est en 64 bits. Et en 64 bits, les arguments des fonctions, donc ici l'argument qu'on va passer à put, donc l'entrée de scanf dans Global Offset Table, le truc c'est que il faut passer ça par des registres. Donc il va falloir setuper des bons registres. Alors dans l'ordre, le premier argument c'est dans RDI, le second c'est dans RSI, et le troisième c'est dans RDX. Ici, vu qu'il n'y a qu'un argument, on aura besoin que de setuper RDI. Alors, pour faire ça, grosso modo, qu'est-ce qu'on va utiliser? On va utiliser ce qu'on appelle du Return Oriented Programming. Alors, le Return Oriented Programming, c'est quoi? Ce sont en fait simplement des instructions d'assembleur qui se trouvent donc en général dans la zone de code et qui ont pour particularité de se terminer par un ret. Alors, pourquoi est-ce que le ret en question est important? En fait, c'est le ret qui va dire c'est bon, tu as fini ta petite popote, tu reviens sur la pile, tu prends l'élément suivant. Et en fait, ce qui va se passer, c'est qu'on va mettre sur la pile, on va mettre différentes adresses des différents gadgets. Donc, un gadget, grosso modo, c'est ça. C'est des instructions d'assembleur qui se terminent par un ret. Alors,
Alors, grosso modo, ben, ça va nous permettre en fait donc de pouvoir exécuter des bouts d'instructions. Red, hop, on prend le gadget suivant, on saute dessus, on exécute des instructions, red, on prend le gadget suivant, on saute dessus, hop, on exécute des instructions, red, etc. etc. quoi. Donc au final, en fait, ça permet d'avoir enfin, de chaîner, comme on appelle ça, les différents gadgets. Alors ici, clairement, on n'aura pas besoin de 36 000 gadgets, hein, donc ça peut être très long, hein, du ROP, vous pouvez faire un ROP qui va appeler 300 gadgets, quoi, c'est possible. Et vraiment vous faire un code super complet, un assembleur. Et c'est ça qui est marrant aussi, c'est que bon, le principe du ROP, c'est vraiment d'utiliser des bouts d'instruction du binaire lui-même. Donc en fait, on n'écrit pas du code lui-même, on utilise ce qui est déjà présent dans le programme pour faire notre propre code. Donc voilà. Donc ici, on va pas faire un RAID très compliqué, parce qu'en fait, la seule chose dont on a besoin de faire, c'est de setuper RDI. Donc en gros, il nous faut un gadget qui nous permette de setuper RDI. Et le plus simple, c'est de faire ce qu'on appelle un pop. Donc pop, en fait, ça veut dire quoi? Ça veut dire simplement de dire, voilà, tu prends la valeur qui se trouve, qui est pointée sur la pile actuellement, voilà, la valeur qui va être l'élément suivant sur la pile, et cet élément-là, tu le prends et tu le mets dans le registre en question. Donc si on arrive à faire un pop RDI, tout simplement, ben, on pourra mettre l'adresse de scanf assez facilement dans notre registre. Donc alors pour ça, on va utiliser, donc, alors moi j'utilise Rob Gadget, mais il y a d'autres programmes pour Roper, je crois. Je suis pas certain du nom, mais je pense que c'est un état. Bon, moi j'utilise ici Rob Gadget. Donc ici on peut faire un petit leak, et là on voit qu'on a à chaque fois donc plein d'instructions, et vous voyez que quasi toutes, sauf, enfin quand je dis quasi toutes, sauf en fait tout ce qui est jump et call, donc tout ce qui vraiment va sauter sur notre zone de code, mais le reste vous voyez qu'à chaque fois ça se termine par un ret. Donc ça c'est ce qu'on appelle un gadget. Donc nous ce qui nous intéresse c'est éventuellement pop RDI. Après il y a moyen de se démerder ça, il y a moyen de faire peut-être des moves ou autre. Parfois, bon, il faut se démerder. Parfois, il n'y a pas de pop et il faut se démerder autrement. Mais ici, on va toujours voir s'il n'y a pas un pop RDI quelque part. Et il se fait que, bah oui, on a de la chance, il y en a un. Donc, voilà, l'adresse de ce gadget-là, donc c'est-à-dire qu'on va placer cette adresse-là. Et donc, on va venir exécuter ceci. Pop RDI, puis hop, directement au ret. Ah oui, merde, copier-coller ne fonctionne pas. Donc, je vais devoir taper à la main. Donc, mais bon, c'est pas grave. Donc, c'est 40, 12, 3B. Voilà. Donc là, techniquement, on a besoin, on a tout ce qu'il nous faut pour appeler notre fonction put et lui passer donc scanf en paramètre. Donc, on va pouvoir construire. Ah oui, non, alors, premier truc, c'est que notre payload, il faudrait peut-être savoir l'offset pour écraser donc, la sauvegarde de RIP. Donc ça, on peut faire un petit GDB, faire un petit disas. Alors, on va toujours disasser la fonction main. Hop. On voit qu'on a un petit call à vul, donc on va faire un petit disas vul. Et ici, on voit déjà qu'on fait un sub-40, donc on peut s'imaginer que c'est notre buffer, quoi. Et on voit que notre buffer, il ferait 64 octets de long. Donc en théorie, 64 octets de long, c'est bien aligné. Les 8 bits, oui, les 8 octets suivants devraient écraser en fait la sauvegarde de RBP. Et donc les 8 suivants en fait devraient écraser la sauvegarde de RIP. Donc en gros, on devrait avoir un offset de 72 octets. Bah, on peut vérifier ça tout de suite, hein, si on veut. On peut faire un petit hop, un break juste après le scanf. Donc vul plus. Enfin, après le scanf, on va le mettre genre à la fin quasiment. Son hop là. Donc plus 95. Hop. Et on va mettre donc 72 caractères. Donc 72 x 1. Plus ici B x 8. Et logiquement, si tout est bon, eh bien oui, on voit bien que notre sauvegarde de RIP est bien écrasée par nos billes. Donc c'est bien 72 en offset. Ça, c'est bon. Donc ici, on peut dire que notre payload sera 72 caractères. Alors, plus ici quoi? Ben, plus, d'abord, il faut setuper donc, le bon registre. Donc, il faut que l'adresse de la global settable, enfin de scanf de la global settable, il faut qu'on place ça dans le registre RDI, ouais, RDI, pardon.
Donc ici, il va falloir utiliser notre gadget. Donc plus. Alors ici, je mets P64. Alors P64, c'est quoi? C'est grosso modo un truc pour formater. Parce que vous voyez, avec l'adresse ici, j'ai tapé juste 3 octets. Mais en fait, ici, on s'attend à avoir une adresse qui est de 64 bits, donc de 8 octets. Et P64, ça permet justement de dire, voilà, tu vas mettre du padding et tout ce qu'il faut pour que ce soit une adresse valide de 8 octets. Enfin, 64, grosso modo, c'est les bits, le nombre de bits. Mais on divise par 8, bah, ça fait une adresse de 8 octets. Donc, pop RDI. Et si on était entre 2 bits, bah, ce serait P32, quoi. Et puis directement ici, bah, qu'est-ce qu'on met de RDI? Bah, l'adresse, enfin l'entrée de la global table qui pointe vers scanf. Et puis logiquement ici, on peut appeler notre fonction puts. Si le registre est BSDP, ben, on peut tout simplement appeler puts. Ici, P64 de puts. Ah oui, alors ça, je sais pas si c'était nécessaire, mais peut-être qu'il faut mettre. Attendez, donc ici, on va quand même mettre P receive. Alors, receive until, ça c'est un truc qui est sympa sur Pandool, c'est que ça permet de recevoir des données jusqu'à une certaine chaîne de caractères. Donc, si je me souviens, c'était what's your name. Hop. Voilà. Donc là maintenant, ben, vu qu'on a notre payload, on va l'envoyer. Donc on va faire p send line. Donc en fait, send line, c'est tout simplement tu envoies la donnée et tu termines ça par un enter, quoi. Donc oups, load, et voilà. Puis là, on peut faire un petit print peut-être de p.receive all. Et on va exécuter notre payload pour voir un petit peu s'il fonctionne. Ah, évidemment, fallait que ça arrive. Erreur de syntaxe. Qu'est-ce que j'ai fait comme connerie? Attendez, j'ai pas gardé. Hop. Ah oui, j'ai oublié le égal. Ah, j'ai oublié un truc aussi, c'est ici. Sinon, ça va me faire en fait une boucle finie quand je vais lancer le programme. String égale petit y. Voilà. Ah, put, comment ça? Ah oui, merde. C'est oui, j'ai pas nommé ça put, j'ai nommé ça plt underscore puts. Voilà, et là vous voyez qu'on a donc hello plat de A et qu'on a une tétrachie de petits caractères ici. Et bien ça, hein, ces caractères-là, c'est l'adresse de scanf. C'est juste qu'on l'affiche sous forme de caractère, mais grosso modo, c'est l'adresse de scanf. Voilà. Donc en fait, ce qu'on va faire maintenant, c'est on va récupérer ça et on va réutiliser ça pour faire nos calculs, pour calculer où est le système, etc. Et puis après sauter sur système. Alors, le problème ici qu'on a, c'est que vous voyez que bon, ok, on a exécuté notre exploit, mais notre programme s'est terminé. Le truc, c'est que nous, on veut pas que notre programme se termine. On voudrait pouvoir refaire un passage et réutiliser donc l'information qu'on a. Enfin, récupérer l'info puis refaire un passage. Parce qu'en fait, le truc, c'est on pourrait se dire, ouais, mais il suffit juste de récupérer, voilà, on récupère, puis après, on hardcode dans le code, etc., et puis c'est bon. Mais comme je vous l'ai dit, avec la SLR, ça change à chaque fois. Donc en gros, si on hardcode dans le code, la fois suivante, ce ne sera pas la même adresse, ce sera une autre. Donc on ne peut pas hardcoder dans le code. Donc il faut absolument qu'on fasse tout en une fois. Donc il faut que le programme ici ne se termine pas. Enfin, ne se termine pas, qu'on refasse en tout cas la vue, quoi. Alors ce qu'on peut faire par contre, et ça c'est aussi un truc que d'habitude on n'utilise pas, mais rien ne nous empêche, une fois le programme terminé, de dire ressaute à notre endroit du programme précédemment. Genre par exemple ressaute au tout début de la fonction main, quoi, pour refaire un passage. Et ça, rien ne nous empêche de le faire. Donc en gros ici, ce qu'on devrait faire, c'est ici rajouter encore un truc, c'est l'adresse de la fonction main, quoi. Donc lui dire, voilà, on va sauter sur, enfin, t'as fini ta petite popote, c'est cool, maintenant tu reviens au tout début du programme et tu refais un passage, quoi. Donc ici, le programme ne va pas s'arrêter, le programme va revenir au début et hop, on continuera. Et ça, c'est encore un truc aussi qu'on peut faire. Et là, on va faire un passage, mais vous allez voir, enfin, si vous avez besoin de liquer 36 trucs, vous pouvez faire 36 passages, il n'y a pas de problème. Donc même si un programme ne vous demande, entre guillemets, enfin, voilà, genre vous demande le prénom puis s'arrête, rien ne vous empêche de dire, voilà, je demande le prénom, je lis un truc,
je reviens au début du programme, je redemande un autre truc, je reviens au début du programme, je redemande un autre truc, je reviens au début. Enfin, vous pouvez faire autant de boucles que vous voulez, quoi, comme ça. Parce que là, c'est littéralement un peu ce qu'on fait, quoi. C'est une boucle. Sauf que voilà, c'est pas prévu dans le programme, mais rien ne nous empêche, nous, de mettre l'adresse d'une fonction précédemment, hein, précédemment exécutée, donc ici main, et de lui dire, bah hop, tu reviens au début du main et tu refais un passage, quoi. Donc ici, voilà, on va ressauter sur main, et ce qu'il faudra surtout maintenant, c'est récupérer, bah, c'est ce fameux enfin, cette fameuse adresse. Hop, qu'est-ce que j'ai encore fait? Ah oui, j'ai encore oublié le égal, non dit jus. Hop. Donc, ah ouais, non, mais ouais, il va faire une boucle infinie ici, donc ça n'ira pas. Ouais, donc en fait, ici, il faut récupérer le payload. Enfin, le payload, surtout de l'adresse. Alors, le truc ici, c'est qu'on va revenir au début du programme. Et je sais pas si vous avez vu, mais au début du programme, euh, on a ceci. Can you hack me? Donc, ce qui va se passer, en fait, c'est que si jamais je reviens au début du programme, en fait, je vais faire. Donc, il va avoir donc Can you hack me? What's your name? Hello. Notre adresse. Et puis après, on va ressauter au début du programme. Donc, on va retourner sur Can you hack me? What's your name? Etc. Donc, en fait, il va falloir. Parce que si je récupère juste, je lui dis, voilà, tu prends juste les 6 derniers caractères, bah, le problème, c'est que on va ressauter sur main. Donc, en fait, les 6 derniers caractères que je vais avoir, ce sera certainement ceci, quoi. Moi, c'est pas ça qui m'intéresse. Moi, ce sera les caractères qui seront avant, qui représenteront donc les derniers caractères. Enfin, les caractères qui représentent scanf de la global offset table. J'y arriverai. Donc en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais faire un receive until can you hack me, mais sans prendre le can you hack me. Alors ça, on peut faire ça notamment avec receive, hein, receive until. Donc ici, je vais faire un petit, je sais pas moi, adresse de scanf est égal à t.receive until. Hop. Alors, encore une fois, attention, il y aura donc can you hack me sera sur une autre ligne. Donc en gros, ça dit qu'entre les deux, il y a un saut de ligne. Donc ça, il faut faire gaffe. Il ne faut pas l'oublier. Alors si je me souviens bien, il y a 10 étoiles. 1, 2. Can you hack me? Bon, je crois que le copier-coller ne fonctionne pas encore. J'ai setupé la machine virtuelle ce matin, donc voilà. Ici, encore 10 étoiles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10. Et ici, en fait, je peux lui dire drop. Donc, ça veut dire que si je ne mets pas le drop égale true, en gros, ça veut dire que can you hack me fera partie donc, de la sortie. Si je mets drop, par contre, je n'aurai pas le can you hack me. Donc voilà, adresse de scanf, ça semble être bon. Enfin, ça semble être bon. On peut vérifier ça tout de suite. Voilà. Et là, vous voyez que donc on a hello, machin, etc. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de récupérer les derniers caractères. Alors, pourquoi est-ce que je dis 6 derniers caractères que je vais te dire 6 derniers? Parce qu'en fait, une adresse en 64 bits, tous les octets pardon, ne sont pas utilisés. Seulement les 6 derniers sont utilisés. Donc les deux premiers seront setupés à 00, enfin à des null bytes, et sauf les 6 derniers seront utilisés. Donc en gros, il ne faut pas récupérer les 8 derniers caractères, mais seulement les 6 derniers. Alors ça, c'est assez simple. Hein. On va faire un petit ici. 9 égale à ADDS scanf. Hop, hop, moins 6. Hop, hop. Voilà. Alors là, ben, logiquement, on a les 6 derniers caractères. Ouais, exactement. Et je vais même l'afficher, histoire que ce soit plus clair en exact. Logiquement, scanf se trouve maintenant à cette adresse-là. Ah oui, non, alors, juste un petit truc, c'est que oui, encore une fois, c'est les 6 derniers caractères, mais il va falloir que je lui passe après vraiment une adresse qui fasse 8 octets. Donc, ouais, donc ici, je vais la transformer, attendez, je vais d'abord la transformer en nombre de 64 bits. Mais pour ça, le problème, c'est qu'il faut que ça fasse 64 bits, et là, ça n'en fait pas. Donc, en fait, il manque un petit padding.
Et je vais donc simplement rajouter en fait 2 null bytes pour histoire de bien cadrer le truc et que le padding soit correct. Là, on aura bien 8 octets. Voilà, hop. Et ici, je fais un petit ex de scanf. Et logiquement, je vais avoir une adresse qui serait valide. Voilà, exactement. C'est ce que je veux. Ça me semble être une adresse valide, parce qu'en général, ça commence souvent par 7F. Donc, ça me semble être une adresse qui me semble tout à fait correcte. Donc là, vous voyez qu'on a une adresse. Et vous voyez qu'à chaque fois que je relance le programme, cette adresse-là change. Pourquoi? Parce que, comme je l'ai expliqué, il y a un padding, enfin, il y a un offset aléatoire qui est appliqué donc, à votre section, enfin à vos sections. Et donc, forcément, l'adresse change de manière aléatoire. Donc là, on a l'adresse de scanf. Cool. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est réutiliser cette adresse-là pour calculer donc, où se trouve le système, où se trouve bin sh, etc. Donc ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va faire un petit calcul. Alors, qu'est-ce qu'on va calculer en premier lieu? En premier lieu, on va calculer, en fait, comme je l'ai dit, on pourrait éventuellement faire calculer directement l'écart qui sépare, enfin, rajouter l'écart qui sépare scanf de système. Mais ce qu'on fait souvent, plutôt, c'est qu'on va calculer en fait la base de la pile. Et puis après, on va ajouter l'offset qui sépare donc la base de la pile de système. Donc pour calculer la base de la pile, c'est pas très très compliqué. C'est en fait tout simplement l'adresse réelle de scanf moins l'adresse, je dirais, de scanf de la libc non chargée. Donc en gros, on va regarder la libc, on va regarder, ok, la base de la pile, on va supposer que c'est à 0. Où se trouve scanf et quel est l'écart qu'il y a entre les deux, quoi. Donc pour ça, il va falloir fouiller dans la libc. Et pour fouiller dans la libc, il va falloir dans le programme lui passer la libc en question. Il va lui dire voilà la libc qu'on va utiliser. Donc ici, on va mettre libc est égal à. Pareil, c'est un binaire. Donc même chose qu'ici, on va faire ELF. Et ici, on va lui passer la libc. Alors pour trouver la libc, LDD nous le donnait. En fait, LDD, c'est pour afficher tout ce qui est bibliothèque partagée, dont la libc. Et vous voyez ici, voilà, libc, enfin, libc64/libc.so.6. Donc on va lui passer cette adresse-là. Enfin, on va lui passer le chemin du binaire, quoi. Hop, libc64, libc.so.6. Voilà. Et ici, on va pouvoir faire nos petits libc. Alors, je crois que c'est sables, toujours. Et alors ici, c'est donc scanf, donc c'est ISO, c'est 99 underscore scanf. Et là, logiquement, on obtiendra une adresse qui sera donc l'adresse de la libc dans notre programme. Enfin, l'adresse de base de la libc dans notre programme plutôt. Hop. Libc base. Voilà. On a l'adresse de base de la libc. Qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Maintenant, il nous reste à calculer l'écart qui sépare l'adresse de base de la libc de notre fonction système. Donc, adresse de système. Et pour ça, c'est pas très compliqué. On va partir de la base de la libc. Plus, et on va chercher dans notre libc l'écart. Donc, donc, grosso modo, la libc, si vous voulez, voilà, une fois qu'elle est non chargée, on suppose que l'adresse de base est à 0. Et on regarde en fait à quelle adresse est la fonction système, quoi. Donc, ce sera entre guillemets l'écart qu'il y aura entre le système et la base de la libc. Et on ajoute ça à notre adresse de base dans le cadre de notre programme. Et logiquement, on tombera sur l'adresse réelle de système dans le cadre de notre programme. Donc c'est vraiment une question en fait d'offset qui reste fixe et qui nous permet donc de calculer en fait où se trouve le système. Oups, attendez, j'ai pas. Alors ici, oui, on va faire par contre aussi binsh, on va profiter pour faire la même chose. Alors, même chose ici. Hein. Donc libc base plus. Alors par contre ici, on va chercher une chaîne de caractères, donc on va chercher la chaîne de la libc. Ouais, je crois que c'est libc. Plus, ouais. Bien voir. Hop, hop. Log FO.
Oh, je suis pas, les logs info, je suis pas obligé de les faire. C'est juste pour vous montrer. Donc, qu'est-ce que je fous? Système. Log info. Bin sh. Voilà, voilà. Ben là, on a tout. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est quoi? Refaire notre payload. Parce qu'on fait, on a fait là, on a fait, grosso modo, on est au deuxième passage et on n'a toujours pas envoyé notre payload. Donc maintenant, on va l'envoyer. Donc on fait un petit p receive until what's your name. Hop. On construit notre payload final avec donc maintenant les différentes instructions qu'on a. Hein, donc bah, il y a toujours 72 d'offset. Plus maintenant, maintenant qu'est-ce qu'il va falloir faire? Ben, on veut appeler système, mais il faut lui passer d'abord le bon argument. Donc il faut setuper le bon argument. Donc comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est par le registre que ça se passe. Et le premier argument, c'est par le registre RDI. On a notre pop RDI ici, hein, donc pas de problème. Donc P64 pop RDI. Cette fois-ci, qu'est-ce qu'on lui passe? Ben, on lui passe l'adresse de la chaîne de caractères qu'on veut exécuter, donc bin sh. Donc bin sh. Et ici, qu'est-ce qu'on met? Ben, on met la fonction qu'on veut appeler, donc système, vu que maintenant, logiquement, on a son adresse. Voilà. Et je pense que tout est bon. Donc maintenant, logiquement, on fait un petit p.sendLine payload, p.interactive. Et si tout est correct, logiquement, on devrait avoir un shell. Verdict. Youhou, ça marche. On a le petit shell. Hop, petit ASCII pour terminer. Et ben voilà. Alors, dernière petite remarque quand même. J'avais dit au début de la vidéo que ça marcherait quasiment dans tous les cas. Alors, je vais expliquer le pourquoi le quasiment. Alors ça, c'est un cas qui m'est arrivé une fois, qui m'a fait perdre des heures et des heures. C'est que donc, ici, voilà, la fonction vulnérable, enfin la fonction vulnérable qui est utilisée, c'est scanf. Dans scanf, il y a des, comment dire, il y a ce qu'on appelle des badcars, donc des caractères qui sont, comment dire, qui disent à scanf, voilà, c'est la fin de la chaîne de caractères, t'arrêtes de copier. Le problème, c'est que si jamais l'une de vos adresses contient par hasard un badcar, donc voilà, l'une des adresses ici contient par hasard un badcar, ce qui va se passer, c'est que scanf va rencontrer le badcar et va s'arrêter de copier. Donc, c'est-à-dire que tout votre payload ne sera pas copié. Alors, ça m'est arrivé une fois, donc j'avais même désactivé les protections en me disant voilà, je désactive, ce serait beaucoup plus simple à exploiter. Et en fait, le problème que j'avais, c'est que j'avais un badcar dans une des adresses que j'avais pas remarqué, et donc mon payload ne fonctionnait pas. Enfin, mon exploit était juste, c'est juste que mon payload, en gros, n'était pas copié jusqu'au bout, à cause du badcar. Alors, comme badcar que j'ai découvert pour scanf, il y a 0,1, non, il y a 0,9, 0A, 0B, 0C, 0D. Si vous voulez vous en rendre compte, en fait, on peut faire un petit test. On peut tout simplement ici faire par rapport à echo. On va taper un nom à la con, hein, genre John Doe. Et ici, on va mettre, je sais pas moi, 0,2 par exemple. Et on passe ça à notre binaire. Là, vous voyez que voilà, John Doe s'affiche bien, donc on va dire on copie bien toute l'entièreté du nom. Par contre, si je mets par 0,9 ici, vous voyez qu'en fait je n'ai que John qui est copié. Pourquoi? Parce que 0,9 étant considéré comme un badcar, scanf s'arrête de copier à partir de là. Il ne copiera donc pas ici. Et ça, le problème c'est que votre payload ne sera pas entièrement copié. Donc, vous aurez, voilà, votre payload ne fonctionnera pas. Donc voilà, ça c'est un peu le seul cas éventuellement où ça peut ne pas fonctionner, quoi.
Et donc votre payload ne fonctionnera pas et vous aurez une erreur. Mais dans, je dirais, 9 cas sur 10, ici, ça marchera, quoi. Donc voilà, là on vient de montrer la technique pour bypasser SLR. Voilà, donc voilà, pour vous montrer, on peut relancer le programme. Si on n'a pas de badcar dans notre payload, logiquement, on devrait avoir Rochelle. Voilà. Alors que les adresses pourtant sont différentes. Mais vu qu'on leak l'adresse de scanf, qu'on calcule l'écart qui sépare scanf de système, on tombe à chaque fois sur la bonne adresse. Donc système va changer d'adresse, mais c'est pas grave, on sait à calculer. Et donc on sait faire un return to libc classique, quoi. Donc voilà, ça c'était un peu la technique que j'appellerais, enfin, je sais pas s'il y a vraiment un nom pour la technique, mais bon, certains disent que c'est du ROP. Pour moi, c'est plusieurs choses. On fait un peu de ROP, on fait un return to libc, on utilise la global offset table, mais je dirais que pour moi, vraiment le principal cœur de l'attaque, c'est vraiment le leak d'une adresse. Parce que si on n'a pas cette adresse-là, clairement, on ne sait pas calculer les restes, quoi. Donc vraiment, le cœur de l'attaque, c'est de leaker une adresse qui se trouve dans la global settable, d'avoir une adresse réelle pour pouvoir calculer en fait ensuite un écart qu'il y a entre la fonction qui nous intéresse. Sans ça, on ne saurait rien faire, quoi. C'est vraiment ça qui nous permet de calculer tout le reste, quoi. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu, que bon, c'était pas trop compliqué à suivre. Si vous voulez, donc je mettrai peut-être l'exploit l'exploit dans la description de la vidéo, histoire que voilà, si vous voulez un petit peu regarder. Je vous filerai aussi le lien de l'article de Golisha qui explique quand même assez bien le truc. C'est vraiment, en tout cas, c'est vraiment à partir de cet article-là où j'ai vraiment compris en fait le truc. Et une fois que c'est compris, finalement, en fait, vous le refaites limite les yeux fermés, quoi. Au début, je sais pas que les premières fois, je me suis dit jamais j'arriverai à refaire ça. Et ici maintenant, je le refais, mais limite ouais, de tête, quoi. Quand on a compris comment ça marche, il n'y a rien de compliqué, quoi. Et ça permet notamment de bypasser vraiment deux protections qui peuvent être chiantes si vous voulez brute forcer ou faire autrement. Oui, et le truc que j'ai pas dit aussi, c'est que normalement, en fait, on aurait pu faire simplement une rope chain. Donc une rope chain, comme je l'ai dit, c'est une suite de gadgets. Le truc, c'est qu'en fait, en général, on cherche à faire un appel système, donc souvent à exec, VE ou quoi, donc pour exécuter du code. Donc, pareil, il faut setuper les bons registres, etc. Mais en fait, quand on fait un appel système, ce que j'ai pas dit tout à l'heure, c'est qu'il faut une instruction spéciale à faire pour dire exécute l'appel système, qui est donc sur du 32 bits, c'est int 80, et sur du 64 bits, c'est syscall. Et le hic ici, que j'ai pas montré, c'est que le problème, c'est qu'on n'avait pas de syscall, si je me souviens bien. Ouais, voilà. Donc en fait, on n'avait pas de syscall, donc on ne pouvait pas faire du ROP, je dirais, classique comme on le ferait habituellement, parce qu'on n'avait pas de syscall et que bon. Après, il y aurait peut-être eu moyen de se démerder avec des calls ou etc. Parce que je sais pas qu'il y a des calls RX ou quoi. Mais bon, voilà. Mais bon, ici, voilà, ça nous permet de montrer un petit peu de la technique qui va globalement fonctionner quasiment dans tous les cas, sauf si Badcar dans l'adresse. Et surtout, en fait, ici, ça permet de faire plusieurs choses. Donc, de montrer un petit peu d'Europe, de montrer un return to libc, de montrer plusieurs choses. Et de montrer aussi, truc intéressant, c'est que voilà, si on a besoin de leaker une adresse et qu'on a besoin de leaker une autre information, rien ne nous empêche, encore une fois, de revenir au début du programme pour refaire un passage. Et ça, c'est en général le truc qu'on ne fait pas dans les premiers exploits qu'on fait, quoi. En tout cas, moi, je ne le faisais pas. Ici, ouais, maintenant, si j'ai besoin de leaker 36 informations, pas de problème. Je reviens au début du programme, je refais mon petit truc et je leak ce que je veux, quoi. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous a plu, que c'était pas trop compliqué à suivre, que mes explications étaient claires, parce que bon, c'est pas quelque chose qui est forcément évident à expliquer comme ça. N'hésitez pas à poser des questions si jamais vous en avez, ça, comme d'hab, vous savez qu'en général j'y réponds. Et sur ce, je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo.